Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un acteur politique qui nous vient de la République congolaise. Il est médecin de profession, il vit en France, il dirige un parti politique qu'on appelle le Congrès du Peuple, candidat raté à l'élection présidentielle. Monsieur Marcel Guitoukoulo est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Babilas. Comment va votre pays aujourd'hui? Écoutez, M. Babilas, en vous regardant droit dans les yeux et en prenant le peuple congolais à témoin qui me suit, je vais dire que le pays va mal. J'ai cette liberté d'expression parce que je n'ai appartenu à aucun système ni à aucun gouvernement. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Je constate que le pays est une mosaïque de crises. La crise politique, bien évidemment, elle ne date pas d'aujourd'hui. Nous la traînons depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, puisqu'on a laissé tomber l'état de droit pour glisser subrepticement, mais sûrement, vers un état policier puis patrimonial qui s'organise autour d'un chef, lui-même qui s'entoure d'un état-major administratif fait de briques et de broc, de famille, de copinage, et parfois même des opposants peu vertueux qui vont à la course pour les prébendes et qui vont servir et être rémunérés en fonction du zèle qu'ils vont déployer. Aujourd'hui, cette mosaïque de crise, non seulement politique, mais il y a aussi une crise sociale. Pourquoi sociale? Le tissu éducatif, il est détruit. Le tissu sanitaire, il est détruit. Aujourd'hui, il va tout falloir rebâtir. Mais comment et quand? Ça urge. Il y a une crise sécuritaire. On arrive à quoi? On arrive à des événements comme les événements de Chakona, on en parlera peut-être tout à l'heure, des jeunes qui se retrouvent dans un commissariat, qui meurent, mais pour lesquels on n'a pas d'explication jusqu'aujourd'hui. On arrive à quoi? On arrive à des situations comme les explosions en 2012 des dépôts de munitions à Mpila, pour lesquels il n'y a toujours pas de responsable. Et ça, c'est parce qu'il manque l'état de droit. Mais vous revendiquez une certaine virginité politique pour n'avoir appartenu à aucun des systèmes, mais est-ce que c'est toujours un atout? Vous savez, je suis fier de ne pas appartenir à cette catégorie de dignitaires de la République, parce que ça me laisse la possibilité d'avoir une distance pour apprécier l'action publique. Et cette distance me permet de travailler dans un esprit prospectif pour l'apaisement, pour l'émancipation du pays. Aujourd'hui, le Congo quand même traverse sur le plan économique une des plus grosses crises de son existence parce que le Congo totalise une dette colossale de 9,5 milliards de dollars, soit 130% de son produit intérieur brut. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour les Congolais, on va être beaucoup plus simple. On va dire que le pays doit aujourd'hui 5 000 milliards 239 millions de francs CFA. Mais on en est arrivé là tout simplement parce que lorsque nous avions de l'argent qui rentrait dans le cadre de notre économie de rente dans l'exploitation pétrolière, on a fait des mauvais choix économiques. On a fait des investissements qui ne rapportent pas grand-chose pour le pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en payer les pots cassés. Mais il y a un paradoxe quand même parce que le Congo a eu quand même beaucoup de ressources. Et vous l'avez dit tout à l'heure qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'argent qui est entré. Mais comment est-ce qu'on s'en est endetté encore pendant qu'on gagnait beaucoup d'argent? Écoutez, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde a lu l'histoire des Panama Papers. Plusieurs comptes appartenant à des Congolais, et notamment des dignitaires de la République, qui sont truffés d'argent. Mais d'où vient cet argent? Parce que quand on voit les émoluments de ces dignitaires, on ne peut pas arriver à pareille somme épargnée. Donc, tout simplement, et je le dis sans embâche, c'est du blanchiment d'argent. C'est de l'argent qui devait revenir aux caisses de l'État, qui est épargné pour des faits personnels. Donc, la situation qu'on vit aujourd'hui, vous pointez un doigt accusateur sur les dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays, c'est cela? Je le fais sans gêne. La boîte de sauvetage, c'était le Fonds monétaire international, puisque cette institution devrait quand même apporter une aide substantielle à l'économie du pays, mais cette institution se fait désirer depuis un moment. Ça fait la 6e fois que le FMI reporte son arrivée au Congo. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? Écoutez, ce n'est pas pour la première fois que le Congo va avoir recours au Fonds monétaire international. Dans les années 80, on avait déjà eu recours au Fonds monétaire international avec toutes les conséquences qu'il y a eu dans le cadre de la vie sociale des Congolais. Aujourd'hui, on en a encore besoin pour renflouer les caisses de l'État. Chacun se rappelle des années 2010, lorsque le gouvernement s'était plié en quatre pour essayer d'obtenir l'annulation de la dette. Et j'avais attiré l'attention à cette époque-là au gouvernement et aux institutions financières internationales pour dire qu'il faut que le Congo, en retrouvant sa capacité d'endettement, puisse
utiliser cet endettement comme un effet de levier positif pour son développement. Donc faire des choix qui stimulent la production de façon à développer la croissance. Malheureusement, ce qui a été fait, ça a été fait des choix contraires. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international nous dit, écoutez, il y a eu trop de gabegie dans la gestion, dans les comptes publics, il va falloir y remettre de l'ordre. Il y a trop d'impunité, il va falloir y remettre de l'ordre. Il faut chercher les coupables. Mais le gouvernement traîne des pieds. On veut bien savoir pourquoi. En tout cas, si le gouvernement ne compte que sur le Fonds monétaire international, moi j'ai une autre vision de la chose. Et je disais tout à l'heure que j'aimerais être celui qui regarde devant pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. La vision prospective qui est la mienne, c'est de dire on ne peut pas rester les bras croisés pendant que le peuple est en train de crever de faim, pendant que le peuple crève de maladie. Il faut qu'on cherche une solution autochtone. Il y a des pays qui l'ont fait. Il y a des pays comme la Malaisie, il y a des pays comme le Mexique. Ils ont fait quoi concrètement? Des pays comme la Malaisie ont trouvé des solutions internes en mobilisant les ressources internes. Ça, c'est des choses qui sont capables, que nous sommes capables de faire. Je fais une proposition concrète. Oui, laquelle? La proposition concrète, c'est de dire, je demande au gouvernement de convoquer un forum économique national, rassemblant essentiellement l'expertise économique congolaise. Mais on est très habitué à ces genres de On n'est regroupements pas en habitué. Afrique Non, pas qui du ne tout. produisent concrètement rien. Pas du tout, pas du tout. Il faut faire confiance aux nationaux. Si on ne veut pas convoquer cette conférence économique nationale, ça veut vouloir dire qu'il y a des choses à cacher, comme on a caché au Fonds monétaire international. Mais quand vous dites qu'il faut faire confiance aux opérateurs économiques nationaux, c'est un peu comme si c'est les étrangers qui sont des prédateurs, qui sont accaparés des ressources du pays, mais l'un s'en faut. Mais, M. Babilas, ce n'est pas l'étranger qui viendra construire le Congo. Il faut faire confiance aux Congolais. C'est les Congolais qui doivent prendre leur destin en main. Je ne jette pas la pierre sur cette élite qui a des capacités, qui évoluent dans des institutions financières internationales, que ce soit au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, que ce soit à la CEMAC. Il y a des Congolais qui manipulent les chiffres, qui connaissent l'économie, qui peuvent conseiller le gouvernement pour qu'on s'en sorte. Mais j'ai l'impression que le gouvernement est tétanisé. Il doit falloir qu'il soit réanimé. Parce que... Vous sentez de l'immobilisme, c'est cela? Absolument. Absolument, parce que ça fait 6 fois que le Fonds monétaire international inscrit à l'ordre du jour le problème congolais. Malheureusement, 6 fois après, il n'y a toujours rien qui se débloque. Mais ou alors le gouvernement oui. va dans le sens du Fonds monétaire et on accélère, ou alors le gouvernement se dit, bon, écoutez, on va voir, on fait autre chose. Et autre chose, c'est mobiliser les ressources nationales. Mais parlant de la dette colossale dont on a parlé tout à l'heure, vous avez pointé un doigt accusateur sur les dirigeants qui ont été à la tête de ce pays. Mais ce que vous avez oublié de dire quand même, il y a des infrastructures aujourd'hui qui sont visibles. Il y a un aéroport quand même flambant neuf, qui est ultra moderne, et ce n'est pas rien. C'est avec de l'argent quand on l'a construit quand même. Je ne suis pas de mauvaise foi. S'il y a des infrastructures qui sont visibles, elles sont visibles. Mais combien elles ont coûté? Y a-t-il eu un audit? Mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est pas un autre problème. Ah, mais bien entendu, mais il y a des infrastructures, surtout avec la municipalisation accélérée. Dans tous les départements aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des immeubles, qu'il y a des infrastructures qui sont sorties de terre. C'est quelque chose, non? Oui, c'est quelque chose. Quand vous allez dans tous les départements congolais aujourd'hui, vous allez trouver des éléphants blancs. Ce qu'on appelle des éléphants blancs, c'est des immeubles qui ne sont pas finis, qui ne sont pas terminés, et des immeubles finis qui ne sont pas entretenus du tout. C'est pas ça l'investissement. Ça, c'est de la perte financière. Ça ne rapporte rien. Ce dont on a besoin, c'est, redynamiser les infrastructures routières. Ça, c'est une bonne chose. Depuis qu'on a fait la route Brazzaville-Pointe-Noire, on s'en est arrêté là. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas rien. Ah oui, bien ce n'est pas rien. Oui. Ce n'est pas rien. Je reconnais que ça existe. Mais il faut multiplier des projets comme ça. Mais quel regard portez-vous sur les mesures d'austérité prises par le gouvernement depuis que la crise est arrivée? Parce qu'on a donné beaucoup d'espoir aux recettes budgétaires de cette année, mais apparemment, la moisson n'est pas... Je peux vous reposer la même question. Quelles en sont ces mesures? Mais il y a la réduction du train de vie de l'État, par exemple. Ce n'est pas rien, ça. La réduction du train de vie de l'État... Pendant que nous étions en crise, on a vu le gouvernement mobiliser 5% de son PIB dans l'armement pour lutter contre la rébellion dans le pôle. C'est pas ça dont on a besoin. Mais vous avez parlé d'une rébellion. Le gouvernement ne va quand même pas croiser les bras et laisser quand même... La rébellion, c'est un terme utilisé par le gouvernement. Je reprends ce que dit le gouvernement. Mais il fallait faire quelque chose, il fallait agir quand même. On pouvait aussi faire différemment, puisqu'on en est arrivé
à conclure des accords de paix. Je parlais par exemple des prévisions budgétaires. La loi des finances prévoyait 1600 milliards, mais en fin de compte, on ne pourra mobiliser que 1160 milliards. Est-ce que c'est inquiétant pour vous? Très inquiétant, ça veut vouloir dire qu'on n'arrive même plus à collecter les ressources nationales, les impôts. Si on n'arrive plus à collecter l'argent pour renflouer le PIB, si on ne compte que sur l'économie de rente et en souffrant du syndrome hollandais, on puise, on revend, on ne transforme rien avec un produit dont les coûts, même si ça remonte aujourd'hui, ce n'est pas les coûts que nous avions connus il y a quelques années. Donc c'est un peu normal que les recettes soient moindres. Toujours est-il que les dépenses de l'État ont été revues à la baisse de 1380 milliards. On en est maintenant à 1070 milliards. Ça veut dire que le gouvernement continue quand même à faire des efforts. Reconnaissez-le quand même. Non, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire différemment, parce qu'il n'y a pas de recettes. Donc ils sont obligés d'aller dans le sens de la baisse des recettes. Monsieur Kitoukoulou, le pasteur Ntoumi est désormais libre de ses mouvements. Le mandat d'arrêt qui pesait sur lui a été levé. Quel regard portez-vous sur cette actualité? Les 13 jeunes qui ont été retrouvés morts la dernière fois dans un commissariat de Brazzaville, entre autres sujets que nous allons aborder dans la seconde partie de cette émission. Mais en attendant, on va marquer une pause. Restez avec moi, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants.